Troisième jour ce vendredi de la campagne de vaccination contre la méningite dans la Kosa et Bassar. Hier, le Premier ministre Komi Lom-Klassou est allé en personne lancer un appel à la solidarité pour venir à bout de la maladie. La transhumance a encore fait des victimes cette année au Togo, malgré les nombreuses dispositions prises par le gouvernement. Et face à cette situation déplorable, de nouvelles mesures sont en vigueur. À découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis c'est le Suisse Gianni Infantino qui est le nouveau président de la Fédération internationale de football. Âgé de 45 ans, il a été élu ce vendredi au deuxième tour à la tête d'une organisation en crise. Il devient ainsi le 9e président de la FIFA. Voilà pour les principales articulations de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. L'importante campagne de vaccination contre la méningite lancée depuis mercredi à Bassar et à Dankben se poursuit et est à son troisième jour ce vendredi. Mais hier, deuxième jour, c'est le Premier ministre qui était au chevet des malades, mais aussi aux côtés des agents de vaccination. Komi Lom-Klassou est allé lancer un appel pour la poursuite de la mobilisation sociale pour bouter cette maladie hors de nos frontières. Le compte rendu avec Charlotte Moussimé. Lancée le 24 février dernier, la campagne de vaccination contre la méningite W135 se poursuit pour prémunir les populations. Ce jour, le Premier ministre Komi Lom-Klassou s'est rendu dans la localité touchée pour s'assurer du démarrage effectif de cette campagne de vaccination. Il s'est d'abord rendu à Dankben, la zone la plus importante de cette contamination. 272 cas, dont 13 décès, puis à Bassar, où l'on enregistre 106 cas, dont 10 morts. Aux patients en isolement, il a témoigné la compassion et la solidarité du gouvernement en général et du président de la République, Fornia Singbe en particulier. Si nous sommes venus aujourd'hui, comme l'a souhaité le chef de l'État, c'est pour voir comment se déroule la campagne de sensibilisation. Depuis le déclenchement de la maladie, le gouvernement a fait prendre des dispositions idoines en instruisant le ministre de la Santé ici présent et tous ses collaborateurs de faire prendre en charge très rapidement les personnes déjà touchées par la maladie, de les soigner gratuitement. Deuxième action, de déployer sur le territoire national et particulièrement au niveau des 3 régions septentrionales, la région des Savanes, la région de l'Akara et la région centrale, une surveillance épidémiologique accrue. Pourquoi faire? Pour permettre à ce que des équipes en veille parlent aux populations, disent aux populations ce que c'est que cette maladie, ces manifestations, mais également cette équipe qui constitue la surveillance a pour mission aussi de débusquer dans les maisons ou dans certaines localités des cas de malades qui ne seraient pas transférés dans les centres hospitaliers. La troisième action est centrée sur la sensibilisation. Cette démarche du gouvernement pour soulager les peines des malades victimes de l'épidémie de la méningite est vivement saluée à sa juste valeur par les populations. Je voudrais, au nom des populations de Dankben, remercier du fond du cœur le Premier ministre pour le déplacement de ce jour, pour cette compassion qu'il vient nous porter. Et cette marque de solidarité nous va droit au cœur. Et nous tenons à ce qu'il transmette nos gratitudes au chef de l'État. Nous savons que pour lui, pour le président de la République, aucun sacrifice n'est trop grand. Lorsqu'il s'agit de la santé des Togolais, nous avons vu toutes les dispositions qui ont été prises depuis que cette épidémie a été annoncée.
Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous voulions vous transmettre nos sincères remerciements pour l'action de votre gouvernement en faveur de ces populations au moment où elles sont dans le besoin. La méningite est une maladie grave et meurtrière, mais curable si le mal est décelé plus tôt. 622 cas sont détectés dans la région de la Kara. Certaines préfectures des régions des savanes et centrales sont également atteintes. Pour l'Organisation mondiale de la santé OMS, la bataille doit se poursuivre et l'anticipation et la préparation doivent prévaloir pour la gagner. En dehors des vaccins, les populations elles-mêmes devront s'investir dans la lutte. Au titre de la sensibilisation, nous voudrons, tout en félicitant tous les préfets de la région, les chefs cantons, les chefs religieux, les leaders d'opinion et les élèves, leurs enseignants, tout en les félicitant, leur rappeler que nous ne devons pas baisser les bras. Il faut, surtout les enfants, les élèves, protéger les aliments que vous mangez. Nos mamans, les aliments à servir aux enfants doivent être protégés. L'eau que nous buvons doit être protégée. Plus de 210 500 doses de vaccins tétravalents contre la méningite W135 sont disponibles sur le terrain. D'ici les prochains jours, 17 500 doses supplémentaires sont attendues pour que tous les sujets de 2 à 29 ans soient vaccinés. Le gouvernement et ses partenaires ont mis tous les moyens à la disposition du personnel soignant pour que toutes les zones, même les plus reculées, soient visitées. Et d'autres autorités de la préfecture de la COSA à présent ont emboîté le pas au chef de gouvernement dans cette lutte contre la méningite. Et ce sont des séances de sensibilisation qui sont organisées ça et là à l'endroit des populations, notamment sur les causes, les manifestations et surtout les mesures pour prévenir la maladie. Nestor Mozo. Commencé à Dangpen, puis à Bassa, l'épidémie de méningite s'est propagée dans d'autres préfectures de la région de la Kara, notamment la COSA. Les autorités de la COSA misent beaucoup sur la sensibilisation pour parvenir à stopper sa progression. Pour cela, elles comptent mettre les leaders communautaires à contribution. Ces leaders sont informés sur les causes, les manifestations et les réactions qu'il faut adopter lorsque l'on est en face d'une personne qui présente les signes de la maladie. Comme nous l'avons, disons, partagé avec les chefs, les moyens de transmission de cette maladie, c'est essentiellement par voie aérienne, donc par la toux, par les éternuements. Donc si un malade qui est porteur asymptomatique ou bien un malade avéré, donc qui tousse ou bien qui éternue, et vous êtes en contact de ce malade, vous pouvez inhaler le germe qui circule et donc vous pouvez donc facilement faire la maladie. Donc la bactérie circule dans la poussière essentiellement. Donc nous avons dit quand même au chef canton de nous aider à la sensibilisation de la population en évitant ces poussières, surtout en ces moments d'harmattan, en essayant quand même d'arroser le sol avant le balayage et également s'il le faut se protéger par des cache-nez. Les chefs traditionnels sont bien conscients de ce que l'on attend d'eux. Nous avons bien compris et notre devoir est de pouvoir servir de relais. Ce que nous entendons ici, nous devons le transmettre à nos populations afin que ce message soit parvenu à tout individu pour que chacun puisse prendre ses précautions à ne pas tomber dans le piège. À ce jour, la COSA a enregistré 53 cas de méningite. Sur les 53, il y a eu 3 décès.
Et une chose est de soigner les malades souffrant de différentes pathologies, mais l'autre est d'avoir accès aux équipements médicaux adéquats dans nos hôpitaux et cliniques. Et hier, jeudi, la Société Générale Médicale Technologie a rencontré des professionnels de la santé pour réfléchir justement sur cette problématique d'accessibilité aux équipements médicaux. Spécialisés dans la distribution, l'installation et la maintenance des appareils médicaux, JET espère ainsi faciliter l'accès à ces équipements. Le point avec Medina Bacha Salami. Pour assurer des soins de santé de qualité, il faut aussi bien des compétences que des équipements médicaux adaptés. Le manque des appareils spécifiques au traitement de certaines pathologies conduit nécessairement à l'évacuation des malades. Comment faciliter l'accès à ces équipements médicaux de nouvelle génération? La Société Générale Médicale Technologie JET tente d'apporter la solution aux professionnels de santé du Togo. Nous voulons faire ce travail-là avec les professionnels de la santé pour réfléchir un peu, pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que nos pays, il n'y a que nous qui puissions travailler pour son développement, pour régler les problèmes, identifier les problèmes et régler les problèmes, trouver des solutions. C'est pour cela que nous sommes là. Parce que, je peux vous dire, il y a des milliards qu'on investit dans les évacuations sanitaires. Et nous pensons que si on pouvait faire quelque chose pour réduire un tant soit peu ces budgets-là qui sont investis chaque année dans cet état de choses, alors que nous avons des hommes, des femmes qui sont à même de nous délivrer des soins de qualité dans nos différents pays, ce serait une bonne chose. JET Médical est spécialisé dans la distribution, l'installation et la maintenance des appareils médicaux de nouvelle génération, plus performants et qui répondent à l'évolution de la médecine. Ce que JET a pu développer pendant 12 ans, c'est quoi? C'est la maîtrise de cette technologie. Nous travaillons aujourd'hui avec des jeunes ingénieurs, techniciens locaux, béninois, togolais, ivoiriens, burkinabés, qui peuvent installer ces équipements, suivre ces équipements, assurer leur maintenance et leur survie dans le temps. C'est des gens qui nous livrent des matériels avec des échéanciers vraiment acceptables. Donc, je peux dire que JET ne nous déçoit plus parce qu'ils en ont fait dans le temps et aujourd'hui ils sont toujours là et on a confiance à eux. Je pense que ce qu'ils veulent nous présenter aujourd'hui, ce sont des matériaux toujours de bonne qualité. En 12 ans d'existence, JET Médical a accompagné plus de 400 hôpitaux et cliniques dans la sous-région ouest-africaine. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que conformément à l'article 55 alinéa 8 de la Constitution, la première session extraordinaire de l'année s'ouvrira le lundi 29 février 2016 à 9h au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. La suite de cette édition à présent, notez que la 4e édition du Forum international Afrique Développement a débuté hier à Casablanca au Maroc. Plusieurs opérateurs économiques d'Afrique et d'ailleurs prennent part à cette grande messe dont le principal objectif est la promotion de la coopération Sud-Sud. Et l'édition 2016 est axée sur le thème agriculture et électrification, mobilisant les énergies. Le forum est organisé par le groupe Attijari Wafa Bank, représenté dans notre pays par la BIA. Le compte rendu avec Carmen Madji à Kakbo. Opérateurs économiques de plus de 20 pays d'Afrique discutent sur les défis que doit relever le continent pour accélérer la croissance et réduire la pauvreté. L'accent est particulièrement mis pour cette 4e édition du Forum international Afrique Développement sur 2 secteurs clés, l'agriculture et l'énergie. Le groupe Attijari Wafa Bank et Maroc Export veulent ainsi permettre aux Africains de trouver eux-mêmes les stratégies pour une émergence rapide. Et nous avons choisi cette année le thème de l'agriculture et de l'électrification du continent pour essayer de débattre autour de ces problématiques qui sont vraiment cruciales pour le développement de notre continent africain. Aujourd'hui, 60% de la population africaine n'a pas accès à l'électricité et 50% souffrent de malnutrition, tandis que le continent dispose de plus de 8 millions d'hectares de terres arables non exploitées.
Pour le ministre en charge de l'agriculture du Maroc, l'Afrique doit donc pouvoir nourrir sa population en réduisant la dépendance aux importations de produits agricoles. Le royaume chérifien compte renforcer davantage sa coopération sud-sud. Engagement fort du royaume pour la coopération sud-sud dans le domaine agricole et alimentaire. En Afrique prend sa source dans l'expérience accumulée autour de l'initiative nationale du plan Maroc vert lancé en 2008 sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est une nouvelle révolution verte qui a mis l'investissement au cœur de sa stratégie et qui repose sur deux piliers. Le premier porte sur la modernisation de notre agriculture à travers la dynamisation des pôles de haute valeur ajoutée. Le second pilier vise à un développement solidaire de l'agriculture familiale en vue de son intégration à terme dans le système économique. Le développement du continent africain passe nécessairement par la promotion de la coopération sud-sud. La mise en place de partenariats publics-privés est une politique efficace d'intégration régionale du continent africain. Nous avons le sentiment ferme que cette stratégie est une véritable stratégie gagnante, qu'elle donne de la valeur et de la création de valeur aussi bien pour le Royaume du Maroc que pour l'ensemble de ses partenaires africains. Donc nous sommes heureux de participer à ce type de manifestation. À cette 4e édition du Forum Afrique à développement, l'honneur est fait à 7 pays, dont le Togo, de promouvoir leur cadre d'investissement. Des rencontres d'affaires entre décideurs et investisseurs économiques sont organisées. Cette 4e édition du Forum coïncide avec le lancement du Club Afrique Développement qui a pour principal objectif l'accompagnement des investisseurs. Et parlons toujours des investissements. Les membres de l'AGET, Association des grandes entreprises du Togo, étaient réunis ce vendredi à Lomé pour faire le bilan de leurs activités. Une occasion pour faire également une projection pour cette année 2016. Le point avec Esther Laclé. L'AGET, l'Association des grandes entreprises du Togo, fait le bilan de ses activités 8 ans après sa création. 8 années d'activité soldées par un bilan 2016 largement positif. Les recettes s'élèvent à 78 240 000 francs CFA alors que les dépenses sont chiffrées à 65 950 000 francs CFA, dégageant un excédent de plus de 12 millions de francs CFA. Le budget 2016 est donc soumis à l'approbation des membres. L'association a fait 55 milliards d'investissements et 33 milliards de masse salariale et à peu près 10 000 employés. Donc vous voyez ce que cette association avec ses membres, vous voyez en comment elle pèse dans l'économie togolaise. Aujourd'hui, l'objectif de cette réunion, cette assemblée générale, c'est de faire le point d'abord des activités écoulées. Alors s'agissant des activités de 2015, nous avons eu plusieurs activités. Nous avons eu des partenariats avec des institutions, mais l'activité principale et qui aujourd'hui doit être notée, c'est la parution du livre blanc. Les recettes devraient atteindre 79 975 000 francs CFA cette année et les dépenses soit 13 855 000 francs CFA. En 2015, le chiffre d'affaires des 50 entreprises qui composent la JET s'élèverait à plus de 691 milliards de francs CFA et leur contribution au budget de l'État à plus de 115 milliards de francs CFA. Des résultats à améliorer. Nos perspectives 2016, c'est continuer par travailler de concert avec les gouvernants, puisque aujourd'hui nous sommes des partenaires. Les gouvernants ont compris que le secteur privé est pourvoyeur de richesses et qu'il ne peut pas s'en passer. Donc, c'est de continuer par faire des propositions, de fortes propositions dans le domaine de la croissance économique aux gouvernants. Et nous allons également mettre l'accent sur la responsabilité sociétale des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, il faudrait que nous puissions permettre aux populations démunies, n'est-ce pas, d'avoir des retombées positives sur les ressources collectées dans le secteur. La JET est désormais un interlocuteur stratégique et collabore avec le gouvernement et les organisations régionales et internationales. Afin de gagner en efficacité et en écoute, l'institution a initié un ensemble d'activités au rang desquelles le livre blanc qui fait le point sur la vision des grandes entreprises, leurs défis et comment les relever.
L'AGET a donc élaboré un livre blanc intitulé « L'économie togolaise vue par l'AGET ». Les premiers responsables ont remis le dit livre blanc au chef du gouvernement mardi dernier. Et ce soir, nous vous proposons de découvrir ce livre blanc, notamment ses grandes articulations et son intérêt pour l'économie togolaise. C'est un dossier réalisé par Tchassena Baga. Le livre blanc de l'économie togolaise est un document de 97 pages qui met en relief la vision des grandes entreprises décidées à apporter leur contribution à l'édification d'une nation développée et prospère. Le document, qui est à sa deuxième revue, procède d'une démarche prospective destinée à répondre aux nouveaux défis qui attendent le Togo dans son processus pour atteindre l'émergence à l'horizon 2030. Il met en évidence l'analyse du tissu économique, l'identification des pôles de croissance, le tout articulé en 4 grandes parties. Le premier temps qui décrit le contexte économique de l'activité des entreprises au Togo. Et dans ce contexte, nous avons évoqué le contexte macroéconomique, les différents secteurs d'activité, et nous avons mis l'accent sur les handicaps qui sont au développement des affaires au Togo. Donc c'est un livre qui fait l'autopsie de la situation, qui dit les choses telles quelles. La deuxième partie de ce livre parle des potentiels de croissance. Quels sont les pôles qui vont permettre un décollage des activités au Togo. Les potentiels de croissance, il y a les secteurs à forte croissance, l'agroalimentaire, l'industrie, les mines. Il y a un certain nombre de secteurs inexplorés, le secteur touristique. Bon. Alors le troisième volet, c'est le volet où nous avons fait des recommandations. Et ensuite, la dernière partie, c'est les mesures, les propositions des mesures concrètes. Les mesures concrètes, ça peut être des mesures d'ordre organisationnel ou d'ordre institutionnel. Il ressort du livre blanc que le Togo a la capacité de devenir un hub commercial, industriel et de services en Afrique de l'Ouest. Le livre blanc identifie les stratégies adéquates pour y parvenir, notamment une meilleure synergie d'action en fonction des priorités du gouvernement. Ce que ça apporte à l'économie, c'est la croissance. Lorsque les gouvernants vont prendre en compte notre préoccupation, et bien entendu, ces préoccupations-là ne sont pas des préoccupations qui sont faites à la volée, c'est pour qu'on prenne en compte, n'est-ce pas, le secteur privé. L'État veut par exemple collecter des ressources, mais dans le même temps, l'État veut qu'on embauche du personnel, qu'il y ait des emplois. Alors, il faut accompagner les entreprises, il faut avoir des méthodes, des formules qui puissent permettre aux industries de recruter. Pour les grandes entreprises du Togo, le transport, la logistique et l'agroalimentaire sont les grands pôles de développement du pays dans les prochaines années. Elle souligne également la nécessité de poursuivre les réformes structurelles afin d'assainir davantage le climat des affaires et tirer un meilleur profit de la position du Togo comme un grand carrefour régional, mais aussi développer son potentiel agricole sous-exploité. Le livre blanc a été élaboré en 2009. Il a connu une première mise à jour en 2011. Et parlant justement de l'agriculture, les producteurs de céréales, maïs et riz peuvent se frotter les mains. De nouvelles variétés de maïs et de riz adaptées au changement climatique sont désormais disponibles. Une recherche aboutie de l'ITRA, Institut togolais de recherche agronomique, pour améliorer les productions agricoles dans notre pays. Et Désiré Aloé nous amène à la découverte de ce riz et maïs nouvelle formule. Regardez. Au même moment où les voix s'élèvent pour chercher les moyens afin de contrer le changement climatique de plus en plus réel, les chercheurs s'activent à mettre à la disposition des exploitants les produits agricoles pour s'adapter au phénomène. Nous sommes dans l'enceinte de l'ITRA, l'Institut togolais de recherche agronomique, antenne de Dapaon, dans le cadre du projet ADAPT, dont l'un des objectifs est d'adapter au mieux l'agriculture au changement climatique. De nouvelles variétés de maïs et de riz résistants à la sécheresse ont été sélectionnées. Une sélection variétale participative avec les producteurs. Des textes de sélection de ces variétés pour être complets passent aussi par la dégustation afin d'identifier celles qui répondent au mieux à la production et au goût des consommateurs. Le plan numéro 1 m'a doué parce que dans le rayon des savanes, ici, c'est un spécimen, si on produit même un petit pinceau comme ça, bon ça, c'est un qui m'a vraiment plu.
c'est V1. Parce qu'elle a un goût un peu sucré et elle est aussi tendre. Elle est bien bonne pour la pâte. 4 variétés améliorées de chaque produit maïs et riz et un témoin choisi par les producteurs sont testés. Objectif global, évaluer le niveau de précocité, de résistance à la sécheresse et aux différentes contraintes liées au changement climatique. Il s'agit des variétés pluviales. Donc pluviales, pourquoi? Parce que pour permettre aux producteurs les plus vulnérables d'avoir accès facilement à ces variétés. Parce que quand vous prenez les activités de riz dans les bas-fonds, les activités de riz dans les zones écologiques, ça demande beaucoup plus de moyens financiers. Or, ces producteurs vulnérables n'ont pas assez de moyens. Donc, c'est pourquoi nous faisons tout pour que ces producteurs vulnérables puissent avoir accès facilement également à ces différentes variétés des riz Nerica. Nerica, ça veut dire New Rice of Africa. Au niveau du maïs, nous avons également 4 variétés de maïs que nous avons introduites. Il y a des variétés extra précoces. Nous avons 2 variétés extra précoces et 2 variétés précoces. Au niveau des variétés précoces, nous avons une variété qui est riche en acides aminés. Et au niveau des variétés extra précoces, nous avons également une variété qui est riche également en acides aminés. Et ce sont ces variétés que nous appelons des variétés QQM. En plus de leur richesse en acides aminés, il faut dire que ces variétés-là, elles sont cultivées et ont un cycle de 85 jours. Il faut signifier que ces variétés-là sont des variétés qui ont été homologuées au niveau de la CEDEAO dans tous les pays membres de Africa Rice. Contribuer à réduire donc l'impact du changement climatique sur les groupes cibles ainsi que sur les ressources naturelles essentielles et soutenir la production agricole reste l'objectif cible. Ceci dans l'intérêt d'accroître la sécurité alimentaire dans un environnement de plus en plus hostile à l'agriculture. Et pendant que l'ITRA met en place de nouvelles céréales, le ministère en charge de l'environnement élabore de son côté une stratégie pour une meilleure gestion et conservation des aires protégées et zones humides au Togo. Et ce sont 2 documents guides qui ont été élaborés à cet effet. Les précisions avec Prudence Zinsou. Le Togo, à l'instar d'autres pays de la sous-région ouest africaine, dispose d'un réseau important d'aires protégées et de zones humides qui permettent de conserver et de valoriser la biodiversité. L'efficacité de la gestion de ces atouts naturels reste un défi à relever compte tenu du manque de directives spécifiques. Le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a donc pensé à l'élaboration de guides méthodologiques qui prennent en compte les plans d'aménagement et de gestion des aires protégées et zones humides au Togo. Documents qui seront enrichis grâce à l'expertise et expérience de ces techniciens de l'environnement et de la biodiversité. Il va falloir définir des normes nationales qui orientent les planificateurs à prendre en compte certains aspects très spécifiques, surtout que le contexte des aires protégées au Togo est un peu difficile. En principe, on n'aménage pas en tant que tel les bassins ou bien les zones humides, il faut les gérer en tenant compte de tous les acteurs intéressés par cette question. Manière d'aller. Consolider les différentes initiatives prises par le Togo en matière de planification et de gestion durable des ressources de la biodiversité. Le guide qui sera adopté à cet effet est axé sur une démarche participative. Nous voulons, à travers ces 2 documents, traduire dans les faits les exigences du Code forestier de 2008 à travers ces articles 36 et 72 qui voudraient que chaque aire protégée et chaque zone humide puisse disposer d'un plan d'aménagement et de gestion. Les directives qui vont être validées par l'ensemble des partenaires qui sont là et donc vont permettre de rendre disponibles des outils pour une élaboration efficace, efficiente, des documents acceptés et compris par tous. Le Togo dispose aujourd'hui de 14 aires protégées classées, jugées prioritaires sur les 83 identifiées lors du projet de réhabilitation comme STABES dans les années 90. Elles représentent 10,21% du territoire national et participent à la conservation de la biodiversité. La vision partagée de leur gestion sur une base commune est très attendue
À l'issue de cette rencontre financée par le PGICT, projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres. Et justement, l'une des aires protégées au Togo est en pleine destruction. Le parc Fazao Malfakassa, dont les arbres et les animaux sont tous les jours abattus par des braconniers et exploitants illicites de bois. Et ce sont les responsables de l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement, ANCE, qui lance le cri de détresse à travers un point de presse. Le compte rendu avec Dédé Koussaou Lukassi et Rachel Aoukou. Voici ce que devient la faune et la flore dans le parc national Fazao Malfakassa depuis le départ de la Fondation France Verber en 2015. Le constat est fait par l'Alliance nationale des consommateurs et de l'environnement, ANCE. Ce parc reste en proie aux braconniers et exploitants illégaux de bois qui coupent anarchiquement les arbres et leurs souches. Nous sommes au regret de constater qu'il y a une catastrophe écologique avec l'abattage de plus de 500 troncs d'arbres qui est retrouvé, les tas de charbon entreposés dans le parc, plusieurs centaines de madriers entreposés et aussi des animaux abattus. On a rencontré beaucoup de chasseurs avec des fusils dans le parc qui ont fui abandonner les animaux en main. À travers cette démarche, l'ANCE Togo dresse l'état des lieux du parc national Fazao Malfakassa et incite par là tous les acteurs concernés à prendre les mesures idoines pour éviter la disparition des espèces de cette faune et flore. L'État doit mettre en place un système qui fonctionne avec des troupes qui patrouillent et un système de communication, de renforcement des capacités des communautés pour cesser le massacre actuel. Au cas où tout cela ne marche pas, c'est peut-être de trouver une ONG ou une autre structure qui a les capacités, qui peut reprendre. Certes, le gouvernement a nommé un conservateur pour ce parc. Mais selon l'ANCE Togo, cela se révèle insuffisant puisque ce dernier ne dispose que d'une petite équipe de contrôle. Autre actualité ce vendredi avec tout d'abord ce communiqué du ministre en charge de l'agriculture, de l'élevage, président du comité national de la transhumance, de ses collègues de la sécurité et de l'administration territoriale. La campagne de transhumance 2015-2016 a débuté le 30 janvier 2016 sur toute l'étendue du territoire national, conformément à l'arrêté interministériel du 22 mai 2008 portant organisation du mouvement de la transhumance au Togo. Malheureusement, il nous a été donné de constater que le démarrage de cette campagne est fortement émaillé d'incidents graves entre les populations autochtones et les bouviers transhumants, contrairement aux objectifs visés par le plan opérationnel de gestion de la transhumance. À cet effet, des violences aiguës avec mort d'hommes ont été signalées par endroits, notamment dans le canton d'Agbelouvé, préfecture de Zion. 2 personnes ont été abattues à bout portant par des bouviers transhumants, entraînant des actes de vandalisme sur des édifices publics et les animaux et le déplacement de plus de 50 personnes actuellement protégées par la brigade de la gendarmerie de Noche. Dans le canton d'Agouiboui, dans la préfecture d'Agou, un agriculteur a été tué par balle par un individu non identifié, entraînant des actes de représailles sur les troupeaux de bovins de la localité. En outre, des troubles sociaux liés à la transhumance ont été enregistrés le 15 février 2016 à Tchalo et à Guérin-Kouka, respectivement dans les préfectures de Tchaoudjon et de Dampen, entraînant l'abattage de plus de 50 bœufs. Dans la préfecture de Hao, les troupeaux transhumants ont dévasté des champs de producteurs agricoles le 14 février 2016, occasionnant des altercations intercommunautaires. Au regard de ce climat tendu, le gouvernement décide de lancer, à travers le Comité national de la transhumance, une campagne d'identification et d'enregistrement systématique des bouviers transhumants sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, il est demandé impérativement aux bouviers transhumants de se faire enregistrer du 1er au 15 mars 2016 au niveau des postes vétérinaires le long des frontières et aux brigades de gendarmerie à l'intérieur du pays.
Passé ce délai, des contrôles inopinés des services spécialisés seront effectués et tout contrevenant s'expose à la rigueur de la loi. S'agissant des actes ignobles qui ont été commis, le gouvernement tient à rassurer toute la population togolaise que des investigations sont en cours pour rechercher et punir sévèrement ces criminels conformément à la loi en vigueur. Le gouvernement présente ses compassions aux familles éplorées et invite toute la population au calme et à la retenue. Et pour constater de visu le fait, une équipe ministérielle était justement en tournée dans ces différentes localités sur instruction du chef de l'État. Les étapes de Notier et Agbelouvé avec ce reportage de Yves Agbevivi. Démarré il y a de cela un mois au Togo, la transhumance a enregistré des incidents avec à la clé des victimes. Et pourtant, la sensibilisation a été permanente cette année sur le terrain et menée par les différentes commissions. Champs et greniers dévastés par des troupeaux de bœufs, abattage systématique des bœufs et affrontements entre bouviers et producteurs. Les scènes que présente la transhumance sont déplorables. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité de ce sujet. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Notez que hors du Togo, c'est le second tour au Niger de la présidentielle mettra aux prises le président sortant Mahamadou Issoufou à son rival Mahamadou. Selon les résultats du premier tour, les résultats provisoires donc donnés par la Commission électorale nationale indépendante, Mahamadou Issoufou arrive en tête avec 48,4% des voix, suivi de Mahamadou avec 17,7% des voix. Et puis, l'autre résultat d'une autre élection ce vendredi, c'est celle du nouveau président de la Fédération internationale de football. Et c'est le Suisse Gianni Infantino qui est le nouveau président de l'organisation. Il a été élu au second tour donc de cette élection à la tête d'une organisation en crise. Il devient ainsi le 9e président de la FIFA et succède à Sepp Blatter. Voilà, donc c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.